Alors, on continue avec le professeur Rico. Qui va nous parler de la chirurgie ouverte des anévrismes iliaques, stratégie, avantages et inconvénients. Merci. Merci Robin pour l'invitation. Alors, si vous voulez, tout a été dit presque. Je vais insister sur ce qui me semble être le plus important dans la vie de tous les jours. D'abord, les anévrismes iliaques sont, dans la grande majorité des cas, associés à des anévrismes aortiques. Et leur traitement est toujours plus compliqué parce que les anévrismes iliaques sont profonds dans le petit bassin et demandent donc une aptitude technique, une voie d'abord, qui est plus élaborée qu'un simple anévrisme de l'aorte abdominale. En fait, les anévrismes iliaques qui posent des problèmes ne sont pas les anévrismes de l'iliaque commune, ce sont les anévrismes de l'iliaque interne. Parce que ce sont eux où on peut avoir une limitation dans la vascularisation, la revascularisation de l'artère iliaque interne. Alors, j'ai revu les trois dernières années entre 2014 et 2016. Sur 123 anévrismes de l'aorte abdominale qui ont été opérés, on a 25% de ces anévrismes qui s'étendent sur les iliaques communes et 8% qui intéressent vraiment les iliaques internes. Alors, pour les anévrismes iliaques communs, en chirurgie ouverte, c'est vraiment pas un problème. On met le clan un peu plus bas, on fait une anastomose qui est termino-terminale. Si les choses sont un peu plus étendues, on peut faire une anastomose, comme c'est indiqué ici, de façon à garder un bon diamètre au niveau de la zone anastomotique. Mais de toute façon, ce sont des gros vaisseaux et il y a très rarement des occlusions au niveau des anévrismes iliaques. Donc, pour la chirurgie ouverte, l'anévrisme iliaque commun ne pose absolument aucun problème. Pour les anévrismes iliaques internes, là, il faut, à mon avis, c'est ce qu'on a fait depuis le début, utiliser la technique décrite par Edward Kiefer, qui est d'abord de descendre le jambage sur l'iliaque interne et ensuite de réanastomoser sur ce jambage l'iliaque externe. Parce qu'au point de vue technique, c'est beaucoup plus simple. On est au fond du petit bassin et on a une visualisation correcte si on fait dans cet ordre-là. Si on fait dans l'ordre inverse, qui est préconisé par la Mayo Clinic et les Américains, on a quand même quelquefois des difficultés pour faire la deuxième partie, qui est la plus difficile, parce qu'on est masqué par le premier jambage qui a été fait en premier. Alors, si on a des lésions bilatérales, eh bien, on fait la même technique des deux côtés, sans complications particulières. Il faut évidemment éviter de supprimer, de lier une artère iliaque interne, mais quelquefois on ne peut pas faire autrement. Quand ce sont des gros anévrismes, du thrombus, on ne peut pas s'implanter dessus. Et à ce moment-là, si l'autre artère iliaque est perméable, on peut la supprimer en prenant quand même des précautions. Alors sur les 10 revascularisations électives de l'artère iliaque interne qui ont été faites dans cette série, vous voyez qu'on n'a jamais supprimé le flux dans les deux artères iliaques internes. Dans 3 cas, on a revascularisé les deux. Dans 2 cas, on a revascularisé un qui était simple et on a dû lier l'autre. Et on a toujours essayé de conserver au maximum une revascularisation hypogastrique avec la technique ouverte. Il y a des cas particuliers qui n'ont pas été élaborés dans les présentations précédentes et qui, à mon avis, sont extrêmement importants en pratique courante. C'est l'anévrisme aortique associé à une occlusion iliaque, avec une occlusion de l'iliaque commune, suivie d'une occlusion de l'iliaque externe, une iliaque interne qui est perméable au milieu, qui a un corps conservé, au moins sur un côté, et sur l'autre côté, une occlusion complète de l'axe. Il est certain que dans ces cas-là, le traitement, la chirurgie ouverte, est, à mon avis, beaucoup plus sûr et beaucoup plus simple.
Hein. Vous faites simplement une mise à plat de l'anévrisme aortique, bon ça c'est basique, et ensuite vous allez faire une anastomose fémorale sur le côté qui est complètement occlus, et l'autre côté, eh bien évidemment, il ne faut surtout pas passer en pont sur la fémorale, il faut aller d'abord sur l'iliaque interne, et ensuite repartir avec un autre jambage sur la fémorale commune. Donc ça c'est quelque chose qui est très important, et ça évite les ischémies pelviennes, les ischémies du côlon en post-opératoire. Il y a aussi cet autre cas où vous avez une occlusion des deux artères iliaques externes et où il faut évidemment faire un montage qui peut sembler un peu bizarre mais qui est tout à fait efficace. Soit vous faites un tube aortique et vous remettez dessus une deuxième prothèse qui est bifurquée, avec quand même un problème, c'est que si l'anévrisme n'est pas très gros, lors de la fermeture du sac anévrismal, vous pouvez avoir un bombement de la prothèse et un risque d'érosion vers le duodénum. Donc la deuxième technique qui est montrée ici avec les deux jambages partant latéralement semble plus adéquate. Alors, la mortalité et les complications dans les 30 premiers jours, si vous voulez, dans cette série, uniquement en ne prenant que les patients qui ont eu une intervention spécifique sur les iliaques. Il y a eu un décès lié à une colite ischémique. Hein. J'ai un patient qui avait un anévrisme de l'artère iliaque interne qui avait dû être supprimé, enfin exclu. L'autre étant revascularisé, mais ça n'a pas suffi. Il a fait une ischémie colique, il est mort. Donc 3% de mortalité, morbidité sévère. Il y a eu 2 infarctus du myocarde, 6%, sans autre conséquence que des stents dans les coronaires, pas de décès, et une durée d'hospitalisation qui est de plus en plus courte maintenant aussi, 6 jours. Aucun patient dans cette courte série survivant, les 29 survivants, n'a été perdu de vue. Tous ont été suivis par angioscanner. On n'a pas vu d'occlusion des revascularisations iliaques internes qui ont été faites. On n'a pas 100% de revascularisation hypogastrique parce qu'il y a des artères iliaques internes qui n'ont pas été revascularisées. Quand on voit les séries plus dodues que les nôtres, et en particulier la série américaine de la Mayo Clinic, on a des nombres quand même assez importants. Quand on voit la survie des patients, il n'y a aucune différence, que ce soit par endovasculaire ou par chirurgie ouverte. Quand on parle de claudication fessière, il y a une tendance, mais ce papier a été publié en 2014. À cette époque, la technologie endovasculaire, les endoprothèses iliaques branchées n'étaient pas encore aussi développées, donc on peut, et puis en plus c'est une série qui est quand même rétrospective, pas gros effectif, mais il y a une tendance à avoir quand même moins de claudication fessière avec la chirurgie ouverte quand on respecte les principes que je vous ai donnés. Ce qu'on peut dire au moins, c'est que la chirurgie ouverte ne donne pas plus de claudication fessière que le traitement endovasculaire. Ça, c'est à peu près sûr. Et ce qui est le plus important, c'est ça. C'est qu'en fait, quelle que soit la technique que vous utilisez, si vous revascularisez les 2 artères iliaques internes, vous êtes sauvé, que ce soit par voie endovasculaire ou par voie chirurgicale. Dans la courbe supérieure, vous avez ici l'indemnité de claudication fessière dans le temps, et là, les 2 artères iliaques internes ont été revascularisées, quelle que soit la technique. Si vous en revascularisez qu'une, eh bien vous avez la courbe intermédiaire, et si vous revascularisez aucune, eh bien vous avez un risque de claudication fessière qui est extrêmement important. Alors il faut quand même être un peu critique sur ces études parce que le nombre de patients suivis est extrêmement faible. Ce sont des petits effectifs, néanmoins ça semble assez logique d'admettre ça. Donc moi je conclurai en disant que le traitement chirurgical conventionnel des anévrismes iliaques donne d'excellents résultats au prix d'une faible morbidité, que le résultat est tout à fait durable, avec peu de réinterventions dans les séries qui ont été publiées, et que, bon, comme je viens de le dire, l'essentiel, quelle que soit la technique utilisée, de garder au maximum la vascularisation des 2 artères iliaques internes, autant que c'est possible. Alors, je n'ai pas abordé le problème des anévrismes iliaques communs isolés, parce qu'il n'y a vraiment aucun problème par voie chirurgicale, hein, c'est une voie rétropéritonéale ou une voie du flanc, un tube, 2 anastomoses, et je pense que quand on a une iliaque commune qui est courte, aller prendre un risque
de faire une endoprothèse avec une zone d'apposition proximale et distale extrêmement courte, un risque d'endophile de type 1 qui est un peu élevé, d'autant qu'il y a quand même une évolutivité de ces anévrismes apparemment limitée, ou alors s'étendre sur l'anévrisme, s'étendre sur l'aorte, alors qu'elle ne demande rien pour le moment, si vous voulez, ça me semble un peu excessif. Voilà, et je vous remercie. Oui, Ruben. Quelle est ton attitude par rapport à la mésenterique inférieure quand tu fais des artos iliaques, hypogastriques, tu les réimplants systématiquement? Tu fais un monitorage opératoire ou c'est en fonction du reflux? Alors, au début, je prenais la pression, puis j'ai arrêté de prendre la pression parce que ça ne m'a pas semblé très pertinent. En gros, quand la chirurgie, quand on a une artère mésentérique de gros calibre, avec un reflux qui est merdique, celle-là, je réimplante. Je ne me pose pas de questions métaphysiques, je la réimplante. Quand c'est une artère mésentérique inférieure qui a un reflux qui est plus pulsatile, quand tu as fini ta revascularisation, je ne la réimplante pas. Et sauf si j'ai supprimé une artère iliaque interne, où là, je fais les deux. Et quand on a une artère qui est calcifiée avec un reflux mais qui est pathologique sur tout son trajet, on sait que la revascularisation de l'artère mésentérique inférieure va servir à pas grand-chose, et à ce moment-là, je ne la réimplante pas. Ta question est très importante, Ruben, et pour revenir à l'embolisation des anévrismes des iliaques internes, pour moi, la seule contre-indication, c'est les patients qui ont une sténose, mettons, de la mésentérique supérieure, une occlusion de la mésentérique inférieure. Il faut en particulier faire très attention aux patients qui ont des antécédents d'anévrisme de l'aorte, en particulier opérés. Parce que souvent, il n'y a pas de réimplantation de la mésentérique inférieure, ils peuvent avoir une sténose, et là, le risque, c'est l'ischémie digestive, et là, c'est très grave. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus gênant que la claudication. Oui, ça, c'est une réflexion qui est importante. Et, nous, on a perdu un patient il y a longtemps dans ce contexte. On n'avait pas sténose de l'artère mésentérique supérieure, pontage aorto-iliaque, plus d'artère mésentérique inférieure, et ensuite il a fait une ischémie colique qui a été gravissime. Non, c'est sur le plan technique. Moi, je trouve personnellement que plutôt que de faire une anastomose au fond du pelvis sur un tube qui est déjà branché, c'est plus simple de faire sur un tube qui n'est pas branché l'anastomose distale sur l'hypogastrique. On garde ce tube de côté et on le réimplante où on veut et ça pose aucun problème. C'est la technique que tu as décrite, la Mayo Clinic, qui me paraît, moi, plus simple que la technique de Kieffer. Voilà, enfin, c'est une petite parenthèse. Ouais. Bon, il y a plusieurs façons de peler à la peau d'un chat. Hein. Tu vas de droite à gauche, tu vas de gauche à droite, mais enfin bon, du moment qu'elles sont revascularisées, tout le monde est content. Moi, je suis toujours gêné par ces temps opératoires, d'aller revasculariser les deux hypogastriques, de prolonger une intervention. Moi, j'étais dans une école où on essayait d'aller au plus vite possible pour la chirurgie artérielle aortique, c'est-à-dire qu'on revascularisait le maximum possible dans l'iliaque primitif, très proche d'un anévrisme, en laissant des diamètres un peu gros, et on regardait la pulsatilité de la mésentérique inférieure. On n'allait pas systématiquement revasculariser les hypogastriques, et on n'avait pas de taux d'ischémie. À l'époque, nos résultats avec un service concurrent qui était à côté et qui faisait beaucoup de revascularisation systématique et il n'y avait pas de différence. Oui, alors, si tu veux, l'essentiel de ton argumentation, c'est la durée. Hein. Alors, ça, c'est une question de culture chirurgicale, je pense. On peut faire 2 ou 3 minutes là-dessus. Moi, j'étais formé aussi en chirurgie hépatique chez Bismuth. On faisait de la transplantation. Et c'était quand même une école de chirurgie où les chirurgiens sont allés très loin dans l'évaluation scientifique, mais n'étaient pas au départ des techniciens extraordinaires. Néanmoins, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai appris, c'est que la durée, sauf en urgence pour nos ischémies aiguës, où là c'est autre chose. Mais en chirurgie réglée, ce qu'il faut, c'est que ça marche, que ça ne saigne pas, que ça soit parfait. Et si tu mets 1h30, si tu mets 2 heures, ça ne changera rien dans les suites. Donc,
Voilà, bon, c'est comme ça que moi j'ai appris, mais je conçois très bien qu'on veuille aller vite s'il y a autre chose à faire derrière. Hein, Merci. On passe à la présentation suivante.